Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le jeudi 2 avril 2020. Nous sommes toujours confinés, mais pas l'info d'intérêt général. Bienvenue dans À l'air libre. En ma compagnie aujourd'hui, j'accueille Rachida El Azzouzi. Salut Rachida, bienvenue. Et dis-nous de quoi tu nous parles en deuxième partie de l'émission. Salut Valentine, salut tout le monde. Je vous emmène au Maghreb, au Maroc, en Algérie et en Tunisie, où on se barricade et se prépare au pire. On va voir comment, dans des pays où les systèmes de santé sont déjà très fragilisés, on affronte une crise pareille. Et on va pas oublier le volet aussi sécuritaire, atteinte aux libertés, ou dans ces pays où les réflexes autoritaires sont toujours là. Merci Rachida, super programme. À tout à l'heure. Au programme de la première partie, les révélations de Mediapart sur les masques, révélations qui apportent les preuves d'un mensonge d'État. On partira ensuite au Brésil pour comprendre ce qui se passe dans la tête de son président Jair Bolsonaro qui parle de petite grippe et refuse tout confinement. La minute détente nous est offerte par l'artiste queer Lola Wesh, sans oublier les confinautes d'Usul et Cotentin de retour. Enfin, je rappelle les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alerlibre@mediapart.fr pour vos témoignages, covid@mediapart.fr pour vos infos et documents d'intérêt général. À l'air libre numéro 12, c'est parti. À propos des masques, l'État a-t-il menti? Oui, et Mediapart le prouve avec cette enquête journalistique très documentée, publiée aujourd'hui et signée Marine Turki, Antoine Rouget et Yann Philippin. Yann qui est dans À l'air libre pour en parler. Salut Yann. Salut Valentine. On va reprendre avec toi les points saillants de cette enquête qui démontre un mensonge d'État. Yann, le premier mensonge, c'est sur les stocks de masques. Le gouvernement français n'a pas assez de masques, mais il ment. Oui, on est à la fin janvier, l'épidémie éclate en Chine, et là, le gouvernement fait l'état des stocks, et en fait, il se rend compte que c'est au plus bas, c'est-à-dire qu'il y a seulement quelques dizaines de millions de masques chirurgicaux, mais surtout, il y a aucun masque FFP2. Là, je suis désolé, il faut qu'on fasse 30 secondes de pédagogie. Le masque chirurgical, ça vous empêche de contaminer les autres, mais ça ne vous protège pas. Si vous avez un masque chirurgical, vous n'êtes pas protégé. Ce qui protège contre le virus, c'est les masques qu'on appelle FFP2. Et là, le stock, il est à 0, pas un seul masque. Et là, se passe quelque chose d'étonnant, c'est que le gouvernement n'est pas responsable de cette situation, parce que c'est sous le quinquennat précédent qu'il a été décidé d'abandonner les stocks stratégiques de masques. Mais alors même que le gouvernement n'est pas responsable, ils vont mentir sur cette pénurie, ils vont mentir sur cet état des stocks. On a par exemple Agnès Buzyn, qui est ministre de la Santé à l'époque, qui dit tout va bien, on a suffisamment de masques, et elle dit même qu'il y a des masques qui pourront être distribués à la population, par exemple aux gens qui rentrent de Chine, ou aux gens qui ont été en contact avec des malades. Et à tel point qu'on a un paradoxe qui est que les politiques mentent, se veulent rassurants, alors même qu'au ministère, au sein même de la direction générale de la santé, à ce moment-là, on s'inquiète, on regrette ce choix des politiques de mentir et on se dit zut, il faut absolument acheter des masques. Et alors, la preuve ultime de ce mensonge qui rentre en totale contradiction avec ce que dit Agnès Buzyn en janvier, eh bien, cette preuve ultime, elle vient du ministre de la Santé qui lui succède, Olivier Véran, mais tard, mi-mars, devant le Sénat le 19, puis 2 jours plus tard, lors de cette conférence de presse, le 21 mars. On l'écoute. Quels que soient les processus de décision ayant conduit à ce que ces stocks ne soient pas renouvelés dans la durée, toujours est-il que ces stocks de masques se sont réduits année après année. De sorte que lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Donc, aucun masque de FFP2, il le dit très clairement. L'autre révélation, Yann, de l'enquête, c'est donc quand au ministère de la Santé, on découvre qu'il n'y a pas de stock, eh bien, on agit, mais on agit trop tard et trop peu. Oui, la preuve, c'est ce document là qu'on voit à l'écran, qui est en fait la toute première commande qui est passée le 30 janvier après qu'ils aient réalisé qu'il manquait de masques, et on voit qu'ils commandent seulement 1,1 million de masques. Alors une semaine plus tard, ils en commanderont quand même 28 millions, mais même 28 millions, c'est pas suffisant. Et surtout, donc cette commande, elle n'est pas assez importante et surtout, elle traîne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode commando, il y a des lourdeurs administratives, on a l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'inquiétude. Et ce qui fait qu'un mois plus tard, à la fin février,
sur les 28 millions de masques FFP2 que le gouvernement voulait, eh ben, il n'y en a qu'un seul. Alors là, c'est la panique, c'est-à-dire qu'en gros, on a perdu un mois. Et il y a une réunion de crise qui est organisée le 25 février autour du Premier ministre Édouard Philippe. Et là, c'est la catastrophe parce qu'une première évaluation est faite. Et le gouvernement réalise que pour tenir une pandémie pendant 3 mois, il faudrait 175 millions de masques FFP2. C'est-à-dire, on en a 1 million. On a essayé d'en commander 28, on n'a pas réussi en un mois. Et là, le gouvernement découvre une estimation chiffrée, il en faut 175 millions de masques. Donc, c'est ce premier mois où beaucoup de temps a été perdu. Beaucoup de temps perdu et du matériel en quantité extrêmement insuffisante en fait. Yann, le ministère de la Santé passe ensuite, finalement, j'ai envie de dire, en mode commando, mais l'enquête qui est publiée révèle que les résultats de cette un peu opération commando pour les masques, eh bien, ont été décevants. Oui, ce résultat a été très décevant, c'est-à-dire que selon nos calculs qui nous ont été confirmés par le ministère de la Santé, donc cette cellule commando interministérielle qui en fait prend la suite de Santé publique France, hein, qui est l'agence officielle qui est chargée des stocks d'État, en l'espace de 3 semaines, c'est-à-dire entre le tout début mars et le 21 mars, elle arrive à se procurer seulement 40 millions de masques, et on ne sait même pas combien de FFP2, le gouvernement ne le dit pas, et surtout, elle n'arrive à en importer, c'est-à-dire à en acheter à l'étranger, et à s'en faire livrer moins de 20 millions, ce qui est extrêmement peu. Alors, à la décharge de l'État, la situation était difficile, tout le monde se bagarre pour les masques, notamment en Chine, qui est le premier producteur mondial, mais justement, alors que le contexte imposait un vrai fonctionnement commando, ben, c'est pas ce qu'on constate, et notamment ce qu'on révèle dans cette enquête de Mediapart, c'est qu'il y a plusieurs offres qui venaient d'hommes d'affaires, d'importateurs, qui voulaient aider leur pays, qui ont contacté la cellule pour les aider à trouver des masques, qui avaient trouvé des fournisseurs. Eh bien, ces offres ont été traitées soit trop tard, soit ont carrément été ignorées par le gouvernement. Et d'ailleurs, il y a un des exemples dans l'enquête qui est raconté, c'est l'exemple d'un spécialiste de sourcing industriel en Chine qui s'appelle, enfin qui est nommé comme étant Julien. Vous avez récupéré l'échange de Julien avec le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Voilà, ça s'affiche. Donc lui, il propose d'aider, mais ça ne fonctionne pas. Tu nous expliques pourquoi ? Oui, en fait, cet échange est vraiment passionnant parce qu'il montre à la fois le mensonge et les dysfonctionnements dans le sourcing, hein, dans les achats de masques. D'abord, le mensonge, parce que ce monsieur, il a vécu 10 ans en Asie, il a vu que là-bas, tout le monde portait des masques, que ça marchait, que c'était efficace, et au départ, c'est pour ça qu'il interpelle le directeur général de la santé. Il lui dit, regardez, en Chine, le port du masque, ça marche, pourquoi vous découragez le port du masque en France ? Et là, le directeur général de la santé lui fait cette réponse confondante. On n'en a pas assez, il faut les réserver aux soignants. Et donc, ce qui est une nouvelle preuve que finalement, si on dit conseil aux Français de porter des masques, c'est pas parce que c'est pas efficace, mais c'est parce qu'on n'en a pas. Sauf que Jérôme Salomon l'avoue à Julien, mais à cette époque, le gouvernement ne le dit pas publiquement. Et en fait, au départ, Julien, il voulait pas aider. Il interpelle justement là-dessus parce qu'il est choqué qu'on déconseille aux gens de porter des masques. Et comme Jérôme Salomon lui dit, on galère, on n'arrive pas à en trouver, du tac au tac, il dit écoutez, moi ça tombe bien, je suis expert en sourcing en Chine, j'ai plein de contacts là-bas, allez hop, je vous aide, comme ça, du tac au tac. Il est aiguillé par Jérôme Salomon vers le conseiller Covid du ministre de la Santé, Olivier Véran, et en 3 jours, il trouve des usines fiables qui sont capables de livrer plusieurs millions de masques. Il est aiguillé vers la fameuse cellule commando. Il a même au téléphone l'adjointe du conseiller Covid d'Olivier Véran. Mais là, on lui dit, non, écoutez, monsieur, ça ne nous intéresse pas, on a nos propres contacts, au revoir, merci. Et la fin de l'histoire qu'il nous raconte, c'est que, et là on en a les preuves parce qu'il nous a montré ses échanges avec les fournisseurs chinois qu'il avait trouvés. Ces fournisseurs chinois n'ont jamais été contactés par la cellule. Et par ailleurs, il raconte que quelques jours plus tard, le lendemain de sa conversation avec la conseillère du ministère, l'un de ses fournisseurs lui envoie une vidéo d'une livraison de 70 millions de masques au Kazakhstan. Donc, en fait, on a l'impression que sur ce coup-là, le ministère a été de mauvaise volonté ou de mauvaise foi. L'avenir le dira peut-être, mais c'est vrai que l'avenir le dira. C'est extrêmement troublant que ça aille aussi loin et que ça ne se concrétise pas.
Oui, la réponse du ministère a été tenue en un mot, pas fiable. Ils nous ont dit, voilà, ce monsieur n'était pas fiable, mais ils nous ont pas dit pourquoi. Et en tout cas, Julien, lui, nous a transmis beaucoup de documents, ses échanges avec l'État, des preuves de ses relations justement avec ses fournisseurs Oui. chinois. Donc l'avenir dira s'il était pas fiable, s'il était fiable ou pas, mais en tout cas, il nous a fourni des documents qui attestent de son sérieux. Bon, alors autre scoop de l'enquête, hein, pendant qu'il manque donc des masques FFP2 un peu partout dans les hôpitaux de France et notamment en réanimation, là où c'est le plus nécessaire, l'entreprise Airbus, elle, a le droit d'en avoir pour faire tourner ses usines. Alors, c'est une situation complètement absurde parce que vous savez qu'à cause de la crise du Covid, vous avez 80% de la flotte mondiale d'avions qui est clouée au sol. Les compagnies aériennes ne volent plus. Et donc, assembler des Airbus, assembler des avions, en ce moment, c'est une activité qui est mais absolument pas prioritaire. Et Pas du tout. pourtant, Airbus a choisi de rouvrir ses usines le 21 mars et on s'est procuré les consignes qui sont distribuées aux ouvriers dans les usines. Et c'est complètement fou parce qu'on voit qu'ils ont le droit, ils doivent porter des masques chirurgicaux, ils peuvent les changer, ils doivent les changer toutes les 4 heures, alors que même dans les hôpitaux, ils n'arrivent pas bien souvent, les soignants, à avoir un masque changé toutes les 4 heures, ce qui est la consigne officielle. Et il y a encore pire, c'est que pour certains postes de travail qui le nécessitent, notamment lorsqu'il y a de la poussière, ils ont des masques FFP3, c'est le top du top, la Rolls du masque. Et là, on voit la preuve en image, qui est une réserve de FFP3 dans une des usines d'Airbus. Hein. Je précise que la photo a été prise après le 21 mars, hein, donc pendant la crise du Covid. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de contester le fait que ces salariés les portent, ils ont bien le droit de se protéger au travail. Bien Ce sûr. qui est fou, c'est qu'on laisse cette usine fonctionner, qui est absolument non essentielle en ce moment, et qu'elle consomme des FFP3, alors même qu'ils sont ultra rationnés chez les soignants. On a ce témoignage absolument poignant dans l'enquête d'une infirmière dans un service en pointe contre le Covid qui raconte qu'elle a passé une nuit auprès de 26 patients infectés, avec en tout et pour tout deux masques chirurgicaux qui, rappelons-le, ne protègent pas. C'est-à-dire qu'on met des FFP3 sur le visage d'ouvriers pour fabriquer des avions dont on n'a pas besoin en ce moment, et au même moment, on a cette infirmière qui est à très haut risque d'infection et qui, elle, n'a même pas de masque FFP2. Et d'ailleurs, l'enquête commence par un chiffre, parce que c'est ça en fait l'intérêt de cette enquête, hein, de montrer toutes ces défaillances et ces mensonges, c'est de dire qu'à la fin, il y a des humains qui payent l'addition. Et dans l'enquête, au début, il y a un chiffre que vous écrivez plusieurs fois, c'est le chiffre de 1200. C'est 1200 quoi? C'est le chiffre officiel du nombre de soignants qui ont été infectés par le Covid à l'assistante publique Hôpitaux de Paris, donc qui est le navire amiral des hôpitaux publics français, qui est le plus gros groupe hospitalier qui gère la majorité des soins en Île-de-France. Et donc, ce n'est rien que sur une partie de l'Île-de-France. Donc, vous imaginez à l'échelle de la France combien de soignants ont dû être infectés. Donc, rien que pour la PHP, c'est 1200 soignants qui sont contaminés. Et c'est là où on voit les conséquences dramatiques finalement à la fois du mensonge et des failles qu'il y a eu dans la gestion de l'approvisionnement en masques. C'est que même dans les hôpitaux, même dans les services en première ligne, les masques FFP2 sont rationnés, les soignants n'en ont pas assez, et ça, ils le payent cash, ils le payent pour certains d'entre eux en étant infectés par le Covid, parce que malheureusement, on n'est pas capable aujourd'hui de fournir suffisamment de FFP2 aux soignants pour qu'ils puissent travailler dans des conditions de sécurité, je dirais pas optimales, mais en tout cas les moins mauvaises possibles. En tout cas meilleures, et on parle même pas des FFP3. Et je rappelle que sur ces infos qui concernent Airbus, le fournisseur 3e d'Airbus n'a pas démenti vos informations, et le gouvernement, lui, n'a pas répondu sur ce point. Oui, et ce qu'on révèle aussi, c'est que selon des documents confidentiels issus du fournisseur de masques, l'américain 3M, Airbus aurait bénéficié d'un passe-droit du gouvernement. C'est-à-dire que dans une réunion interne, ce fabricant de masques explique que le gouvernement a défini 3 priorités. Donc le 1, évidemment, c'est la santé, l'État. Le 2, c'est les industries essentielles, l'énergie, l'agroalimentaire. Il faut bien qu'on se nourrisse, il faut bien qu'on ait l'électricité, ça c'est normal. Et ensuite, le 3, c'est non prioritaire, c'est tout le reste. Et le 20 mars,
lors d'une réunion interne, le directeur commercial de ce fabricant de masques dit que Airbus a été mis dans la catégorie 2, donc celle des industries essentielles, alors qu'il ne l'est pas, à la demande du gouvernement. Donc ça, c'est extrêmement troublant. 3M n'a pas démenti, Airbus n'a dit qu'il n'était pas au courant, et aussi bien Bercy que le ministère de la Santé se sont refusés à tout commentaire à ce sujet. Ouais, et c'est ce à la demande du gouvernement qui est effectivement troublant et sur lequel on aimerait bien que le gouvernement s'explique. D'ailleurs, notre micro et nos colonnes lui sont ouverts. Enfin, dernier point mis au jour de façon implacable par l'enquête de Mediapart, c'est le changement de doctrine sur les masques au gré des échecs et des manquements. Yann, Mediapart publie un enregistrement inédit d'une conversation entre la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, et la filière textile. Voilà ce qu'elle dit, on est le 27 mars. Je pense qu'on est en capacité d'augmenter massivement notre autonomie en matière de masques. Et c'est vraiment de ça qu'il est question. L'enjeu pour nous, c'est finalement de préparer la sortie de confinement. On sait qu'il faudra massivement équiper. Massivement équiper, c'est étonnant d'entendre ça, car à peine 10 jours plus tôt, la porte-parole du gouvernement dit le contraire. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Voilà, ça, ce n'est qu'un exemple des multiples volte-face du gouvernement et de la Direction générale de la santé sur le port des masques. Yann, qu'est-ce qu'on doit, même citoyen, comprendre de ce changement de doctrine ? En fait, c'est très simple, c'est que la doctrine, elle évolue en 3 étapes. La première étape, c'est au tout début, quand ils masquent la pénurie, ils disent il n'y a pas de souci, des masques on en a assez, et on va même en donner une partie, on est prêt à en donner une partie à la population, j'allais dire normale, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des soignants, notamment par exemple les gens qui rentrent de Chine, ou les gens dont on sait qu'ils ont été en contact avec des malades. Donc, et on voit Agnès Buzyn qui dit ces gens-là, il n'y a pas de souci, on leur distribuera des masques quand il le faudra. Ensuite, à partir du moment où la pénurie devient absolument criante, là, on a une première volte-face qui est les discours complètement fous de l'exécutif sur le masque ne sert à rien dans la population générale. C'est-à-dire que n'achetez pas de masque, ça sert à rien d'en porter. D'ailleurs, les gens qui en portent, ça c'est le fameux discours complètement dingue de Sibes Ndiaye qui dit, la porte-parole du gouvernement, qui dit de toute façon les gens ils se grattent, ça va pas. Du coup, porter un masque c'est plus dangereux que de pas en porter. Moi-même je n'en porte pas. Elle dit aussi le président Macron ne porte pas de masque et le jour même il visite l'hôpital de campagne militaire à Mulhouse avec un masque sur le visage, voilà. Et donc, on dit aux gens, respectez les masques barrières, les gestes barrières, la distance de 1 mètre, et le masque ne sert à rien. Mais en fait, ce discours-là, c'est uniquement fait pour masquer le fait qu'il n'y a pas assez de masques à donner à la population. Et ce qui est fou, c'est qu'on a le gouvernement a infantilisé les Français, c'est-à-dire qu'ils ont clairement laissé entendre que finalement les Français étaient trop bêtes pour apprendre à porter un masque, hein. Alors même qu'en Asie, ça marche très bien, tout le monde porte des masques, alors même qu'on a plusieurs pays d'Europe centrale qui très récemment ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics ou dans les supermarchés, par exemple, pour éviter la contamination. Et ce que montre cette bande audio confidentielle de la secrétaire d'État, c'est que le gouvernement est parfaitement conscient de ce mensonge et que, notamment, ils ont mobilisé l'industrie textile, hein, parce que Agnès Pannier-Runacher, elle parle aux entreprises de la filière textile qui fabriquent justement des masques en tissu qui sont destinés à tous ceux qui ne sont pas soignants, c'est-à-dire potentiellement à la population, aux salariés, aux fonctionnaires. Et pourquoi elle leur dit ça, que le but c'est d'équiper massivement la population, c'est que quand on va sortir du confinement, comme grâce au confinement on n'aura pas été exposé au virus, il y a de grandes chances que le virus circule encore. Et donc quand on va sortir de chez nous dans la rue, le virus peut redémarrer, une épidémie peut redémarrer, et ce qu'il faut absolument éviter, c'est que ça redémarre et qu'on se retrouve de nouveau confiné encore, parce qu'il y a des nouveaux clusters qui se forment. Et là, pour éviter ça, il y a 2 choses à faire. La première chose, c'est d'essayer de continuer autant que possible la distanciation et aussi porter des masques. Parce que le masque, en fait, c'est le 2e rideau de l'armure dans la lutte contre le Covid.
Évidemment, il faut se distancier. Évidemment, c'est pas parce qu'on a un masque qu'il faut être à 30 cm de quelqu'un. Bien sûr. Mais vous savez à quel point c'est difficile de respecter les gestes barrières quand vous êtes au supermarché. Bon, même si vous faites très attention, souvent vous êtes à moins d'un mètre des gens. Et donc le masque, c'est l'outil de prévention efficace qui complète les gestes barrières et qui peut freiner considérablement le retour de l'épidémie. Et ça, le gouvernement le sait. Le gouvernement sait que dans l'idéal, il faudrait des masques pour beaucoup de gens, peut-être pas pour tout le monde, mais au maximum quand on sortira du confinement. Le problème, c'est qu'ils ne l'avouent toujours pas parce qu'ils sont empêtrés dans leurs éléments de langage qui disent que le port du masque est inutile quand on n'est pas soignant. Des éléments de langage qui font très mal. Merci Yann d'être passé dans À l'air libre. Je rappelle l'enquête donc que tu as signée avec Marine Turki et Antoine Rouget, Masque, les preuves d'un mensonge d'État, à lire absolument dans Mediapart. Pardon, je fais de la pub pour ma chapelle, mais vraiment, il faut lire cette enquête. Et pour conclure, parce que c'est important de le dire, ont été sollicités et n'ont pas souhaité nous répondre Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé, même si son cabinet nous a envoyé des réponses qui, en fait, ne répondaient pas à la plupart des questions, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, qui lui répond pourtant aux gens sur LinkedIn, et Santé publique France. Si il ou elle nous entendent, qu'il ou elle n'hésite surtout pas à nous répondre. Les questions restent valables et nous les accueillons avec grand plaisir dans À l'air libre et dans les colonnes de Mediapart. Yann, merci donc d'être passé parmi nous. On part maintenant au Brésil. Les concerts de casseroles pour protester contre sa gestion de l'épidémie sont quotidiens, mais pour Jair Bolsonaro, le coronavirus, ce n'est qu'une petite grippe. Pour en parler, j'accueille Jean-Mathieu Albertini. Bonjour. Bonjour. Jean-Mathieu, tu es le correspondant de Mediapart au Brésil, tu es basé à Rio. Pour commencer, quelle est la situation sanitaire dans le pays ? Bien, là, on en est hier soir, on en était à 240 décès et presque 7000 cas. Donc la situation officielle, elle n'est pas bonne déjà, mais disons que la situation officieuse est probablement encore pire parce qu'il y a une absence massive de tests, il y a une file d'attente gigantesque pour faire ces tests et la capacité d'analyser ces tests, elle est très très faible. Donc en gros, il faut compter 2 à 3 semaines pour avoir les résultats. Donc les chiffres actuels sont des chiffres du passé. Donc en fait, on est déjà dans une situation catastrophique ici, mais on ne le sait pas encore. D'accord, et visiblement Jair Bolsonaro ne le sait pas non plus. Tu l'as écrit dans Mediapart, tu as signé un papier là récemment où tu écris que le président Bolsonaro ne veut pas du confinement. Explique-nous pourquoi, c'est quoi cette stratégie de non-confinement ? En fait, c'est surtout pour des raisons économiques, quoi. En gros, il a en fait une stratégie depuis le début de son mandat qui est de s'adresser à un public extrêmement radical. Et comme ça, quand les élections arrivent, il essaiera de ratisser un peu plus large et pour essayer de se faire réélire. C'est basiquement son unique stratégie qu'il applique depuis le début de son mandat. Et donc, il sait que si l'économie elle n'est pas bonne, il ne sera pas réélu parce qu'il n'arrivera pas à ratisser plus large. Donc, sa stratégie, en fait, c'est de trouver des boucs émissaires. Donc là, en l'occurrence, c'est les gouverneurs des États qui essaient de mettre en place ces quarantaines. C'est la presse qui essaie de le pousser à mettre en place ces quarantaines. Donc, en fait, il essaie de trouver des boucs émissaires pour éviter d'être accusé des futurs problèmes économiques. Et c'est aussi, j'imagine, les députés qui ont voté visiblement une loi qui faisait d'ailleurs consensus, une loi pour aider les travailleurs informels et que Bolsonaro refuse toujours de signer. Oui, voilà, c'est une stratégie qu'on a un peu du mal à comprendre, en fait, mais c'est paradoxal parce que lui justifie sa stratégie actuelle. Souvent, il met en avant les travailleurs informels. Il dit les gens, ils ont besoin de sortir pour pouvoir aller chercher leur nourriture, pour pas mourir de faim. Sauf que quand on regarde un peu ce qu'il fait, les décisions qui sont vraiment prises par son gouvernement, on voit que les mesures en faveur des banques, des grandes entreprises, ça fonctionne, ça passe très vite dans le journal officiel. Mais par contre, il y a une rente basique d'urgence qui, elle, il met bizarrement beaucoup de temps, quoi. Ça fait déjà un peu plus d'une semaine qu'on en parle. Les députés l'ont voté, ils ont réussi à l'augmenter pour la faire passer à 130 €. Donc, c'est un tout petit peu plus de la moitié du salaire minimum ici, 130 € par mois.
Et sauf que voilà, en gros, il a attendu 2 jours pour la signer. Là, il l'a signée hier soir très tard. Ouais. Sauf que pour la signer, en la signant, il a mis un veto sur une des parties, ce qui fait qu'il faut que ça revienne maintenant au Congrès. Et en gros, ça va prendre encore 10 jours, voire plus. Ouais, il joue la Donc montre. voilà, il joue la montre alors que c'est vraiment un truc essentiel. Quoi. D'ailleurs, depuis le début, Jair Bolsonaro minimise cette menace. Alors, pour qu'on se rende compte à quel point il est dans un déni incroyable, écoutons ce qu'il disait le 24 mars. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Quel effet a eu ce discours sur la population et sur son propre gouvernement? Franchement, pas bon. On peut imaginer. Vraiment une catastrophe. Alors, ce n'était pas le seul discours, il en a eu plein, des sorties comme ça, mais là, c'est un discours, comment traduire ça? En gros, c'est un discours qui était obligatoirement diffusé sur toutes les télévisions, toutes les radios, donc c'était vraiment quelque chose d'officiel, plus que des petites phrases. Donc, ça a vraiment remonté une bonne partie de la population contre lui. Donc là, ça se traduit de la manière la plus visible, c'est les panelas, c'est des concerts de casseroles qui… ça fait maintenant plus de 15 jours qu'il y en a tous les jours et ils sont chaque fois plus forts. Et quand il y a ce genre de déclarations, ils sont vraiment monstrueux. C'est dans plusieurs villes, dans des quartiers où même lui, il avait fait un très bon score. Maintenant, les gens tapent beaucoup de casseroles. Alors évidemment, il y a encore des gens qui le soutiennent. Il y a des grands entrepreneurs, c'est son électorat radical. Mais il est isolé par la population et par son propre gouvernement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que même son propre gouvernement ne pense pas comme lui. Exactement, voilà. Même dans sa majorité, il n'a jamais vraiment eu de majorité à l'Assemblée, mais là, même des députés alliés sont contre lui, et puis surtout, voilà, même au sein de son gouvernement, là, ça fait depuis 2-3 jours que c'est sorti dans la presse, il y a eu des grands ministres, les principaux ministres, qui sont en train voilà, ils font des déclarations pour dire qu'il faut mettre en place l'isolement et que Bolsonaro, en gros, dit n'importe quoi. Ça, ils ne le disent pas ouvertement, mais il y a un vrai truc au sein du gouvernement qui essaie de le calmer. D'infléchir son discours. Et d'ailleurs, toutes ces sorties, ça lui vaut d'être unanimement critiqué par la presse, y compris celle qui lui était plutôt favorable. Un exemple, avec cette une du journal Extra, un journal populaire au Brésil, c'était hier le 1er avril. Le titre, c'est « Le 1er avril de Jair Bolsonaro ». Je te laisse expliquer, Jean-Mathieu. Oui, en gros, c'est une blague. En fait, c'est assez intéressant de voir ce journal-là, parce que c'est un journal qui est très populaire. C'est pas le plus intelligent, on va dire, mais c'est très populaire. Donc, ça a une vraie signification et ça montre que, en gros, Bolsonaro, il ment sans cesse parce que ici, le 1er avril, c'est vraiment le jour du mensonge. Et donc, là, en gros, dans le sous-titre, ils expliquent que le président, il a détourné les déclarations du président de l'OMS pour dire que l'OMS était d'accord avec lui, ce qui est évidemment faux. Mais en gros, voilà, l'idée derrière une comme celle-là, c'est de dire que Bolsonaro, il ment tout le temps. En fait, c'est un peu tous les jours le 1er avril pour lui. Et voilà. Donc, mais en gros, ça, c'est une qui est sortie donc le 31 mars. Mais sans ça, depuis le début de la crise, depuis le début de la pandémie, c'est des unes après les autres. C'est des unes plus catastrophiques que les autres pour Bolsonaro. D'accord. Et alors, une dernière question, parce qu'on va devoir se quitter bientôt. Est-ce que cette épidémie a touché les autochtones en Amazonie et quelles peuvent être les conséquences pour ces populations? Alors oui, malheureusement, les craintes se sont même confirmées plus tôt que prévu. Donc, on imaginait bien que ça allait arriver. Mais là, il y a déjà eu un premier cas. Et donc, qui est dans l'ouest de l'Amazonie, près de la frontière avec la Colombie. Mais en gros, il y a plusieurs cas suspects aussi dans différents villages des autochtones. Et ça tend à augmenter largement, quoi. Il y a ce problème-là, et puis il y a aussi le problème, en fait, il y a les orpailleurs clandestins, les trafiquants de bois qui se sentent vraiment en confiance. Maintenant, ils étaient déjà en confiance depuis l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, et maintenant que l'attention est portée vers autre chose, ils vont vraiment pousser leur avantage, et ça risque d'amener encore plus l'épidémie dans les villages autochtones. Et même au-delà de ça, par exemple, le 31 mars, donc il y a 2 jours, il y a eu encore un autochtone, un leader autochtone qui a été assassiné. On ne sait pas encore par qui, mais c'est typique des menaces qui vont augmenter contre les autochtones parce que maintenant les médias, le gouvernement s'intéresse moins, enfin il s'intéresse exclusivement au coronavirus.
Merci Jean-Mathieu Albertini. Tu es à Rio et on te lit dans Mediapart. Tout de suite, la minute détente nous est offerte par l'artiste queer Lola Wesh. Coucou, je t'en supplie. Pas trop brève. Attends, je vais fermer la porte. Voilà. La bienvenue dans ma vie de confiné. Là, il est 8h30. Je mets du gel pour alcoolique. J'ai décidé de prendre soin de moi. Et en fait, là, je fais des cours de yoga sur Internet. Papier de verre. Retirant toute la partie poumon vide. Dès qu'on a envie de respirer, et en expirant, on n'a pas envie de respirer, on a besoin de respirer. Avec les genoux pliés, étirer les genoux tout en gardant l'abdomen en contact avec les cuisses. Pornographiquement, confinement, là je peux pas, je suis trop chaud là. Le confinement, c'est aussi moyen de faire un petit peu la déco dans la maison. Là, j'ai cousu cette magnifique robe de porte, mais je trouvais qu'elle était un peu longue parce qu'elle est courte sur pattes, cette porte. Très chiant ce masque. Je coupe en bas parce qu'elle marche dessus. La pauvre porte. J'adore cette porte, on s'entend hyper bien. Depuis le confinement, on a beaucoup parlé. Elle a des problèmes, je savais pas. Ça, c'est les problèmes de notre société patriarcale. Elle est réduite à un rôle de porte. S'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Ça me rappelle bien quelque chose, ça. Grâce au confinement, j'ai pu découvrir un peu le caractère de mon appartement. Ouais, j'adore. Je m'entends bien avec mes murs. Et je me suis mise à la cuisine aussi, chose que je faisais pas avant. J'avais pas le temps de faire le rythme en Ile-de-France, le rythme parisien. J'ai fait des frites. Et 5 pommes de terre quand même là-dedans. Vaut mieux l'industriel. Je dois faire ma petite attestation pour sortir. Je vais vous amener quelque part. Donc je fais mon attestation. Ben voilà ma terrasse. Donc je garde mon attestation si jamais je suis contrôlé. Voilà, j'ai fait ma matinée, il est midi, donc il est temps de passer à l'apéro. C'est le meilleur moment du confinement. À la santé. Je suis servi mon petit verre, je me mets ma petite musique et je m'entraîne. Deux fois plus de bonheur et 2 fois plus d'amis. 2 fois plus de taxis, voire double, ça change la vie. Alcool. Le monde nous donne la gueule de bois. Et l'alcool arrange ça. Merci Valentine, merci à vous Lola Wesh aussi pour cette minute détente en ces temps confinés. Il est l'heure de traverser la Méditerranée et de partir au Maghreb, en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. On craint l'hécatombe avec ce virus qui bouleverse la planète. Comment affronter une crise pareille quand on a un système de santé déjà très fragilisé? Comment rester confiné quand on est pauvre, qu'on survit au quotidien grâce à une économie de la débrouille dans la rue? On en parle avec nos invités. Ils sont 3. Saïd Sali, bonjour. Vous êtes le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Bonjour à vous. Vous êtes confiné à Béjaïa en Kabylie, oui. où un mariage a provoqué une série de contaminations. Vous êtes une des voix du Hirak, le mouvement de contestation anti-régime qui dure depuis plus d'1 an. On a également Wissem Hachfi en Tunisie. Bonjour Wissem. Vous êtes professeur en maladies infectieuses, responsable de la cellule de crise Covid-19 dans un des hôpitaux de Sousse. Et puis Mehdi Aliwa, bonjour Mehdi. Vous êtes sociologue à l'Université internationale de Rabat. Vous avez notamment fondé le GADEM, qui est une association très importante au Maroc, qui œuvre énormément pour la défense des étrangers et des migrants. Tout à l'heure, nous rejoindra également notre correspondante en Tunisie, Lilia Blaise, que vous avez l'occasion de lire très régulièrement dans Mediapart. Alors, on va d'abord commencer par se rendre en Algérie, qui est le principal
foyers de contamination au coronavirus en Afrique, après l'Afrique du Sud et après l'Égypte. Près de 1000 cas sont aujourd'hui recensés, dont plus d'une soixantaine de morts. Beaucoup estiment ces chiffres largement sous-évalués, délibérément par les autorités pour cacher la réalité. Je voulais vous emmener à Blida, qui est le cluster algérien, à 1 heure d'Alger. Cette région qui concentre à peu près 1 million d'habitants, concentre à elle seule près de la moitié des contaminations au coronavirus dans le pays. Des soignants devaient témoigner. Malheureusement, ils ont annulé à la dernière minute par crainte de représailles des autorités qui redoublent de répression en cette crise sanitaire. Saïd Sali, est-ce que ça vous surprend? Bon, ça me surprend, disons oui, parce que d'une autre côté, quand il y a eu donc l'apparition du Covid à Blida, qui est l'épicentre, ça a commencé avec 2 cas à Blida, donc il y a eu tout un débat chez nous, est-ce qu'il fallait arrêter le Hirak ou pas? Et la décision a été vite prise pour arrêter le Hirak. Donc on a annoncé une trêve sanitaire, mais aussi on a interpellé le gouvernement pour faire sa trêve, c'est-à-dire la trêve de la répression, pour arrêter la répression. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. La répression a continué au point où maintenant nous assistons vraiment à une machine qui s'abat contre les activistes, contre le Hirak. Ça ne surprend pas que des amis, que des concitoyens décommandent à la dernière minute. C'est vrai qu'il y a cette chape de plomb maintenant qui pèse sur tous les militants, sur tous les activistes. C'est vrai. Et même sur des médecins, des infirmiers, des aides-soignants. Saïd, oui. Une habitante de Blida me disait, avant, on pratiquait déjà la médecine de guerre en Algérie. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on pratique la médecine de guerre atomique. C'est une façon de nous dire, avec l'humour algérien dont on ne se départit jamais en Algérie, surtout en temps de crise, une manière de dire que voilà, le pays n'est absolument pas préparé sur le plan sanitaire à affronter une telle crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Tout à fait. On n'était pas préparé. D'autant que notre système sanitaire, tout le monde le connaît. Nous-mêmes, on connaît un peu les insuffisances du système sanitaire algérien. C'est vrai que cette crise, il faut le dire, la crise sanitaire arrive aussi sur fond d'une crise politique. Il ne faut pas qu'on oublie que l'Algérie a été, a observé un Hirak d'une année. Ce Hirak a marqué une rupture de confiance avec le système en place et a posé un problème de fond qui est le changement du système. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à nos réalités, face à nos insuffisances, notamment le système sanitaire, mais aussi le système politique. D'où le problème maintenant qu'on pose chez nous en Algérie. Est-ce que le gouvernement en place est en mesure de faire face justement à cette crise sanitaire? Un système politique qui n'a pas pu régler la crise politique, est-ce qu'aujourd'hui il peut être en mesure de régler la crise sanitaire? Je vous dis, on reste très sceptique, très inquiet, voilà. Je voudrais qu'on regarde ensemble une vidéo qui est très très parlante. Bonjour. En fait, le cas suspect d'hier est mort. Et on vient de recevoir, les détresses respiratoires sont en train d'affluer. On vient de recevoir un jeune indonésien en arrêt respiratoire et on l'a intubé dans des conditions catastrophiques. Il n'y avait même pas de gants. Donc le seul moyen de se protéger, c'est de rester chez vous. Et protégez-vous. Restez, putain de merde, restez chez vous. À l'image de cette médecin kabyle dans un hôpital en Algérie, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance pour dire la détresse des soignants aujourd'hui en première ligne contre le Covid-19, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Wissam Hachfi, vous êtes parmi nous, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses dans un des hôpitaux de Sousse en Tunisie. Vous êtes responsable de la cellule de crise Covid-19. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos conditions d'exercice? Est-ce que vous aussi, vous souffrez de moyens sanitaires très limités? Est-ce que vous aussi, vous manquez des protections de base? Oui, en fait, en Tunisie, en général, et puis dans notre hôpital, je veux parler de façon beaucoup plus spécifique de notre hôpital. C'est sûr qu'on a des difficultés, mais jusqu'à cette semaine, tout ce qui est équipement de protection individuelle est disponible. Mais notre inquiétude, c'est par rapport au stock disponible qu'on est en train de gérer
par semaine. Et en fait, les stocks par rapport à la capacité de l'hôpital sont d'environ 2 semaines. Donc, ceci c'est une inquiétude pour tout l'hôpital et pour tous les pratiquants à l'hôpital. Mais pour le moment, les choses se passent relativement bien. On n'a pas de problème pour se protéger dans la prise en charge des patients. Bon, il y a toute une gestion qui est en train d'être assurée par les différents intervenants. Et voilà, donc pour le moment, les choses sont relativement maîtrisables. Alors en Tunisie, c'est aujourd'hui le pays qui est le moins touché par rapport au Maroc et à l'Algérie. L'Algérie, on est à plus de 1000 cas. Le Maroc, on est à plus de 700 cas. En Tunisie, on est à plus de 400 cas, moins d'une dizaine de morts. Dans votre hôpital, qu'en est-il ? En fait, notre hôpital, c'était le premier hôpital à recevoir des patients suspects et c'était aussi le premier hôpital à recevoir un cas confirmé d'infection Covid-19. Ce qui est bien dans notre hôpital, c'est qu'on a essayé d'un petit peu anticiper les choses. Et dès fin janvier, en voyant ce qui se passe en Chine, en Asie et un peu partout dans le monde avec les premiers cas dans les autres pays en dehors de la Chine, on a fait un plan de riposte. À travers le plan de riposte, on a essayé de tracer un petit peu le circuit de la prise en charge des patients qui risquent d'arriver à l'hôpital. Et on a essayé d'identifier un petit peu les besoins. C'est pour ça qu'on a pu se préparer convenablement avant l'arrivée des premiers cas suspects et des premiers cas confirmés. Avec les premiers cas suspects, on a pu s'entraîner un petit peu. On a identifié les défaillances, les maillons faibles, si vous voulez, de la chaîne de prise en charge, ce qui nous a permis de pouvoir bien prendre en charge les premiers cas confirmés à l'hôpital. Vous avez combien de décès à ce jour ? Sur tout le pays, il y a 12 décès jusqu'au 31 mars. Mais vous, dans votre hôpital ? À l'hôpital, il y a 3 décès. 3 décès, d'accord. Mehdi Alioua, vous êtes au Maroc. Qu'en est-il du système marocain ? Je voulais vous montrer une vidéo. Malheureusement, elle n'est plus disponible. C'était une vidéo faite par une patiente suspectée d'avoir le Covid dans un hôpital marocain. Elle nous a montré des conditions de prise en charge déplorables au milieu de tas d'ordures. Depuis, le directeur de cet hôpital a été limogé. Elle a été également poursuivie pour non-respect du confinement puisqu'elle est sortie de sa chambre. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des moyens sanitaires au Maroc où il y a déjà une crise très très importante sur ce plan-là. On avait vu des médecins démissionner par centaines il y a peu. Alors, pour l'instant, il ne me semble pas, mais on est confiné, donc c'est difficile de le constater que les hôpitaux soient débordés, parce qu'on est à 679 cas et que, un peu comme la Tunisie, mais avec un temps de retard par rapport à la Tunisie, les autorités ont vraiment pris les choses en main et donc il y a toute une stratégie, qui est une stratégie à la fois sanitaire, épidémiologique, mais aussi une stratégie économique et sociale qui se met progressivement en place pour essayer de lutter contre les effets du Covid-19. Mais nous le savons, dans notre pays, le système de santé est défaillant. Nous ne sommes pas classés 130e au PNUD pour rien. Il y a des poches de développement très forts. Je ne sais pas si on peut appeler ça le développement, mais en tout cas, il y a des endroits comme là où je vis, dans la ville de Rabat et certains quartiers de Rabat, où on a presque l'impression d'être comme en Europe. Et il y a d'autres endroits où vraiment il y a énormément de sous-développement, pas d'accès au minimum de base. Et donc, effectivement, selon où on est, la prise en charge peut être différente. Pour l'instant, les lieux épidémiologiques qui ont été constatés, c'est les grandes villes. Casa en tête, Rabat, puis Marrakech et Fès-Meknès. C'est là où il y aura le plus de cas et c'est là où potentiellement il y a aussi le plus de médecins et le plus de moyens. Donc, tant que le chiffre n'explose pas, il semblerait, mais je dis bien ça au conditionnel, il semblerait que nos soignants puissent réussir ce pari, ce tour de force, mais il suffirait que les nombres se comptent par milliers pour que nous soyons totalement débordés. Restons au Maroc, Mehdi, avec vous. Vous le disiez, le Maroc s'y est pris très tôt
conscient de ses limites sanitaires. Il a donc bouclé ses frontières, il s'est claquemuré et il a instauré un état d'urgence sanitaire avec l'armée dans les rues et imposé le confinement. Comment ça se passe, le confinement total d'une population dans un pays comme le Maroc, mais qui concerne tout le Maghreb, où la population est en grande majorité pauvre? Je sais que vous êtes le confinement total, vous considérez que c'est une bombe sociale. Pourquoi? Alors, de fait, il n'y a pas de confinement total. De fait, il y a eu des mesures progressives, empêcher les rassemblements de plus de 50 personnes, fermeture des écoles, puis fermeture des mosquées pour empêcher les rassemblements religieux et la promiscuité, puisque lorsque nous prions dans les mosquées, nous sommes quand même très très proches les uns des autres. Et donc, il y a eu tout un ensemble déjà de mesures qui ont précédé, puis d'un coup le confinement. Mais ce que moi je craignais, c'est que le fait que une partie de la population, en disons les 20%, qui sont des salariés déclarés ou des entrepreneurs, mais des gens qui vivent dans des conditions, on va dire, proches de ce qu'on peut voir en Europe, ces populations peuvent se confiner sans aucun problème, tenir longtemps, surtout beaucoup continuent à recevoir leur salaire. Et pour le salaire, le gouvernement a fait appel à tout un ensemble de dons qui ont dépassé vraiment les espérances, puisqu'on est à 3 milliards d'euros mobilisés, et donc ils toucheront quand même des indemnités. Mais il reste les 70 à 80% de la population qui, elle, vit d'une économie au jour le jour, parfois dans des conditions assez économiquement assez positives, mais qui ne peuvent pas supporter l'arrêt subite de leur activité. Et donc, 80%, c'est énorme. Dans les faits, on laisse un peu. Oui, c'est énorme. Alors, bien sûr, il y a la population rurale dedans. Hein, donc, bon, bien sûr, le virus peut aller dans la population rurale, mais on a toute une population rurale qui vit en hameau, qui ne vit pas forcément de manière concentrée comme dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est pas la même proportion, mais c'est vrai que c'est énorme. Mais quand on regarde bien, on se rend compte que tout ensemble d'activités sont quand même laissées. Et puis, il y a une stratégie aussi pour les travailleurs qu'on appelle de l'informel. Je n'aime pas trop ce terme. C'est une économie très formelle puisqu'elle nécessite la confiance, puisqu'il n'y a pas de contrat de travail. Il va y avoir aussi des indemnités pour ces populations-là et c'est en train d'arriver à travers notamment la monnaie électronique, à travers des virements qui sont faits directement. Donc, on est en train de trouver des solutions. Néanmoins, il y a de l'urgence parce que le Maroc est un pays où il y a beaucoup de pauvreté et que donc le virus peut faire très rapidement des dégâts et même des dégâts par rebond, c'est-à-dire que même si on se prémunit du virus, il faut aussi se prévenir des causes économiques qui peuvent entraîner d'autres problèmes. Saïd, vous avez entendu Mehdi. Comment ça se passe le confinement à Béjaïa en Kabylie? Alors, vous êtes en confinement partiel, si j'ai bien compris, à l'exception de Blida, sous confinement total. Le reste du pays est en confinement partiel et Alger est sous couvre-feu. Oui. Alors, le confinement chez nous, justement, s'est décliné graduellement. Ça a commencé à Blida, confinement total. À Béjaïa, alors ça commence à partir d'aujourd'hui, de nuit. Le confinement, il commence à partir du 19h du soir jusqu'à 7h du matin. Dans ce que nous ne comprenons pas, pourquoi un confinement de nuit, jour libre aux gens de sortir dans la rue et tout. C'est un peu contradictoire. Mais je vais vous dire, depuis l'appel du Hirak au confinement volontaire, moi je vois dans les rues beaucoup de gens qui ont fait confinement jusqu'à maintenant. D'ailleurs, pour nous, la Ligue, nous avons demandé à ce qu'il y ait un confinement total, mais seulement un confinement qui doit être accompagné. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'appeler aux gens de rentrer chez eux et laisser tout seul. Aujourd'hui, nous avons aussi cette opportunité, je dis comme ça, cette opportunité d'avoir un Hirak aujourd'hui totalement dans l'aide. Merci Saïd. En effet, cette question des solidarités la question de ces solidarités qui se mettent en place est une question centrale qui mériterait une émission à part entière, peut-être, pourquoi pas, car ce que l'on voit à la fois en Algérie, mais aussi au Maroc et en Tunisie se mettre en place est assez extraordinaire. Comment les populations, les sociétés civiles en viennent à prendre en charge les défaillances des États. Lilia Blaise nous a rejoint.
le professeur Hachfi est reparti sur le front de son hôpital. Lilia, tu travailles sur les conséquences économiques et sociales que provoque cette crise sans précédent sur les travailleurs, notamment les travailleurs de l'informel, ce secteur éminemment important en Tunisie, comme on a pu le voir également en Algérie et au Maroc. Est-ce que tu peux nous raconter ? Alors oui, c'est vrai qu'en Tunisie, comme en Algérie, au Maroc, on voit beaucoup d'initiatives solidaires, des confections de masques pour les médecins, mais aussi beaucoup de volontariat, du volontariat pour apporter à des familles nécessiteuses des biens alimentaires, des denrées alimentaires, parce que comme tu viens de le dire, Achida, la Tunisie, c'est aussi une population où il y a des classes précaires. L'économie informelle représente près de 40% de l'économie totale. Et puis, on a beaucoup de familles qui ne sont pas forcément couvertes par la sécurité sociale ou qui n'ont pas forcément le carnet de soins, le carnet blanc, comme on l'appelle en Tunisie, qui est un carnet de soins qui permet une gratuité et qui est pour les familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On compte à peu près plus d'1 million de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Tunisie. Et puis, le ministère des Affaires sociales a répertorié à peu près 280 000 familles qui ont besoin d'une aide sociale. Alors, on peut voir actuellement dans les rues de Tunis, mais aussi dans d'autres régions comme à Kasserine, des personnes qui sortent de leur confinement tout simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, des personnes qui protestent par exemple contre la pénurie de semoule, qui est très demandée en ce moment car elle sert à faire du pain et elle permet donc à certaines familles de justement ne pas sortir acheter du pain tous les jours. Et puis on a pu voir aussi, oui. Et puis, on a pu voir aussi des queues qui se font de plus en plus devant les bureaux de poste, devant les sièges des délégations, pour demander en fait des renseignements sur le versement de ces aides sociales, parce qu'il y a eu des aides qui ont été, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait des versements d'aides pour de nombreuses familles, mais il n'a pas vraiment donné plus de précision. Donc, depuis ces derniers jours, il y a pas mal de regroupements, notamment aussi dans la région de Jendouba, dans le nord-ouest, de gens qui, en fait, vont tout simplement s'enquérir de ces aides. Et c'est un petit peu tendu parce que voilà, les autorités ne veulent pas qu'il y ait des débordements à cause de problèmes sociaux, mais ça révèle aussi, comme dans les autres pays du Maghreb, des populations qui en fait avaient l'habitude de gagner de manière journalière leur vie et leur gain quotidien était consacré réellement à s'alimenter. Et donc, si du jour au lendemain, ils n'ont plus de travail, c'est toute une famille qui ne peut plus manger. Saïd, vous êtes là, vous m'entendez ? Je voudrais qu'on revienne sur l'autre versant du confinement qui est les dérives que l'on peut constater, les dérives autoritaires, notamment en Algérie et au Maroc. Alors, Saïd, vous êtes bien placé, vous, en tant que voix du Hirak, pour nous raconter la répression qui s'est abattue ces derniers jours en Algérie sur les activistes du Hirak. Mais surtout, vous êtes bien placé pour nous raconter en fait comment le confinement est un instrument autoritaire aujourd'hui en Algérie et peut-être aussi l'occasion de décapiter le Hirak. Est-ce que c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, selon vous ? Sanitaire est tombé en pleine période vraiment où le gouvernement a opté pour l'escalade de la répression, des interdictions à tous les niveaux. Et pour notre côté, on était presque pris au piège. Est-ce qu'il fallait continuer? Est-ce qu'il fallait arrêter? Bon, le choix a été vite fait, c'est d'arrêter les marches. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas arrêté la répression. Et parallèlement à ça, c'est nous-mêmes qui avons demandé le confinement. Nous avons demandé le confinement total. Et notamment, je vous parle en tant que Ligue des droits de l'homme, nous avons plaidé pour qu'il y ait un confinement total, mais seulement nous avons insisté pour que ce confinement soit encadré par des lois claires, pour éviter justement tout abus, pour que le citoyen sache lui-même ses obligations. Bon, il y a eu un texte de loi, il y a eu un décret qui a été donc promulgué le 26 mars, où le confinement a été plus ou moins encadré. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement pour des gens
qui refusent d'être confinés ou qui refusent d'être carrément soignés. Mais notre inquiétude n'est pas à ce niveau. Notre inquiétude, c'est au niveau justement de l'harcèlement des militants. Et ce qu'on a vécu avec le procès de Karim Tabou et l'emprisonnement des journalistes, de Khaled Draman, de 3 journalistes, parce qu'ils ont donné une information, disent-eux, qui porte atteinte. Donc, des journalistes ont été mis en prison. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète vraiment. C'est très inquiétant, en effet. Merci, Voilà, Saïd. donc, malheureusement, nous sommes encore dans cette situation. Merci Saïd. Alors au Maroc, effectivement, on a également l'armée, on a également des arrestations musclées qui ont lieu, mais étonnamment, ça ne semble pas provoquer de réaction plus que ça au sein de la population. Lilia, tu peux nous raconter comment ça se passe rapidement en Tunisie, parce qu'il va falloir conclure. Est-ce que la Tunisie, même par temps de pandémie, demeure cette exception démocratique tant vantée du monde arabe ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les réseaux sociaux, tout circule, hein, que ce soit les statuts de médecins qui protestent contre leurs conditions de travail et qui parlent du manque de matériel, ou que ce soit des gens qui filment, par exemple, des arrestations un peu musclées au début du confinement, qui se sont calmées maintenant. Donc, si on peut dire que la démocratie fonctionne dans le partage d'informations, notamment via les réseaux sociaux. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a entraîné aussi ce mouvement de solidarité nationale pour les hôpitaux. Hein, c'est-à-dire, on a aujourd'hui la Fédération de l'hôtellerie qui achète du matériel aux hôpitaux, énormément de particuliers qui font des dons pour acheter directement du matériel, donc qui n'attendent pas forcément l'État. Là où ça se joue sur le plan aussi démocratique, c'est au niveau du gouvernement, puisque le gouvernement veut faire passer en fait un vote au sein de l'Assemblée des représentants du peuple pour pouvoir utiliser l'article 70 de la Constitution, enfin le deuxième paragraphe de cet article, qui lui permet en fait de gouverner par ordonnance, donc de pas forcément passer par l'Assemblée pour toutes les décisions qu'il va le prendre. Il cherche à faire ça justement pour pouvoir prendre des mesures assez rapidement. Et là, on voit qu'il y a quand même un débat. Il doit se représenter à l'Assemblée vendredi. Ce n'est pas sûr qu'il ait le vote de l'Assemblée. Donc là aussi, on voit qu'il y a un débat démocratique et qui est en train de se jouer aussi sur le plan politique. Merci Lilia. En tous les cas, plus que jamais, la vigilance est de rigueur sur ces questions-là, où les libertés peuvent être très vite menacées dans des pays où on n'a pas forcément ces habitudes-là. Merci à tous. Merci à Saïd Sali, à Lilia Blaise, à Mehdi Alioua et à Wissam Hachfi. Dans des conditions qui restent compliquées sur le plan technique pour vous qui êtes loin. J'espère que tout le monde a bien pu suivre cette discussion. Beaucoup de courage, prenez soin de vous et à très bientôt. À l'air libre, n'éteignez pas vos écrans, continue. Place maintenant à 2 personnes que vous connaissez très bien, Usul et Cotentin, qui, même confinés, continuent de nous faire rire. Tu m'entends ? Ouais, alors toi, je sais pas ce que tu faisais hier, mais moi je devais gérer la pénurie d'épisodes des Confinautes. Les gens arrêtaient pas de demander où est l'émission. Non, il n'y a pas eu de pénurie d'émissions. Il n'y a pas eu d'épisode, donc si. Non, je laisserai personne dire qu'il y a eu du retard dans la livraison des épisodes des Confinautes. Mais de fait, il n'y a pas de vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube. Et puis de toute façon, il n'y a pas besoin d'épisodes des Confinautes. De toute façon, les gens ne sauraient pas le lancer correctement. Regarde, moi je pourrais dire, je suis youtubeur, je sais lancer correctement les... Eh ben je le fais pas parce que ce sont des gestes techniques, précis. Bon, ça va chez vous gérez bien le confinement, là ? Est-ce que vous le supportez mieux que Mathieu, par exemple ? Mais ça va pas la tête ? Putain, Mathieu, mais c'est pas possible, Donc là, il a foncé dans la porte, il a pété la porte d'entrée, qu'est-ce que c'est quoi ? C'est en soutien au personnel soignant aussi, ça ? Bah, on sait pas, sa mère sait pas, même le chien sait pas. Il vient de péter la porte ? Mais je sais pas, tu fais quoi avec ta couette ?
Cette vidéo a tourné pas mal hier et elle montre qu'être confiné avec un ado qui sait pas quoi faire de son corps, c'est pas tous les jours évident. Donc si vous aussi vous avez un ado plein d'énergie et de sébum, on vous conseille de suivre les recommandations de l'OMS. Ouais, il recommande un petit coup de gnôle, un Doliprane et au lit. Pas exactement, hein. Vous le savez, tout le monde vous dit de rester chez vous. L'Organisation mondiale de la santé vous y encourage également, mais elle va plus loin et elle conseille aux confinés d'en profiter pour jouer aux jeux vidéo, seul ou en ligne. Alors que Mathieu, il écoute pas les recommandations et il fonce dans les portes. Oui, alors c'est pas du tout un truc à faire, hein. Tout le monde a besoin de portes en ce moment. C'est pas vrai, j'en ai marre de ce gosse. Pour ce qui est des jeux vidéo, de toute façon, il y en a qui n'avaient pas attendu les recommandations de l'OMS et qui s'étaient rués sur Animal Crossing, qui est sorti le 21 mars. Son lancement a été un carton, un des plus gros succès de Nintendo. Animal Crossing a envahi les réseaux sociaux. On vous en avait même parlé brièvement dans les confinotes, mais on va revenir dessus aujourd'hui un petit peu. Oui, parce que figurez-vous qu'on a eu des courriels de vieux qui nous demandaient des explications. On en a déjà parlé, Usul. On dit pas vieux, on dit lecteur de Mediapart. Oui, attends que je retrouve les courriels de lecteurs de Mediapart. Rendez-nous Didier Porte, non c'est pas celle-là. Ces deux petits cons donneurs de leçons ne me font pas rire, non c'est pas ça non plus. Attends, regarde, c'est un mec qui s'appelait René. Dites-moi les jeunes, pouvez-vous nous en dire plus sur le nouveau hit de Nintendo, le fameux Animal Crossing New Horizons dont on nous rebat les oreilles? Je n'ai plus de compte premium Gamecult. Bisous René. On résume pour René. Animal Crossing c'est un jeu zen. On vit sur une petite île, on a des copains animaux, on pêche, on coupe des arbres, on plante des fleurs, on fait de la déco, c'est apaisant et ça convient même aux lecteurs et aux lectrices de Mediapart, y a pas de raison. That's stupid. What are you playing? I'm playing Animal Crossing on Switch. I missed that fish shit. On peut personnaliser son île, ses habitants, regardez le portrait que j'ai mis dans le salon. On reconnaît ? Attends, c'est ça que tu faisais hier? C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode? Écoute, je suis les recommandations de l'OMS, moi, contrairement au gouvernement. Par contre, si vous vouliez être équipé pendant le confinement, fallait anticiper un peu, parce qu'avec tout ça, les prix de la Switch ont explosé, la demande est énorme et on en voit se vendre à 400, 500, 700 €, alors que le prix normal c'est plutôt 300. Et évidemment, le gouvernement n'avait fait aucun stock de Switch, aucun stock de jeux vidéo, et ça vient nous parler de continuité pédagogique? Bon, nous on se retrouve demain dans À l'air libre pour un nouvel épisode des Confinotes, sauf si t'as quelque chose de mieux à faire sur Animal Crossing, Usul. Je cherche le lapin là, avec ses œufs là, avec sa gueule de con là. Ouais, dis au revoir aux gens au moins. Au revoir. Puis les meubles de la fête des œufs, ils sont dégueulasses, pourquoi je me fais chier? Merci Usul et Cotentin, merci Rachida d'être passée dans À l'air libre, tu reviens quand tu veux. Salut, salut. Et à vous, je vous dis demain que vous êtes en compagnie de Mathieu Magnedex et Fabien Escalona pour le dernier numéro de la semaine d'À l'air libre. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à Mediapart et écrivez-nous à alairlibre@mediapart.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.